Je vais vous présenter une brève introduction au monde du machine learning. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet. J'ai fait récemment une petite vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai eu des retours assez positifs et des gens curieux qui essayaient de comprendre ce que c'est que le machine learning, c'est quoi la business intelligence, c'est quoi l'intelligence artificielle. Et du coup, on a essayé de travailler ensemble avec Reda pour essayer de monter une sorte de formation sur le sujet. Et on applique ce concept sur l'actualité qui est le Covid-19. Donc, le sommaire sera comme suite. Je vais commencer par me présenter très rapidement pour que les gens me connaissent un peu plus. Et je vais vous présenter ce que c'est que le machine learning et donner des exemples concrets parce que j'essaie toujours d'aller vers. En fait, j'essaie toujours de faire en sorte que l'appliquer prime sur la théorie. Et donc, je vais vous donner des exemples concrets sur l'utilisation des concepts du machine learning, les différentes familles d'approches qu'on trouve dans le machine learning. Et ensuite, quelle est la place du machine learning finalement dans l'univers de la data. Et enfin, on va appliquer, finalement, c'est un mini-projet sur le Covid-19 où j'essaie de sortir des indicateurs, vous allez voir, qui sont assez intéressants, assez intrigants sur la propagation finalement de cette pandémie mondiale. Donc, je me présente, je suis Amin Chaibi. Aujourd'hui, j'occupe le poste de Senior Data Scientist chez SFR. Je suis issu finalement du monde de la recherche. J'ai fait une thèse de doctorat en 2010 sur le sujet du machine learning, mais plus spécialisé dans l'apprentissage non supervisé. On va voir ça après. Ensuite, j'ai fait une petite expérience dans l'enseignement supérieur. Ça a duré un an. Ensuite, j'ai intégré le monde de l'industrie en passant par des sociétés Tavalue ou Anticipio, Caméléon, Carrefour et enfin chez SFR. Donc, assez parlé de moi. Aujourd'hui, je vous présente finalement ce travail grâce à Captive Data. Vous allez voir, c'est une belle plateforme. Je vous incite d'ailleurs à visiter. Et on va commencer par ce que c'est que le machine learning. Je sais que cette slide est assez perturbante pour commencer avec. Et il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de choses pas complètement belles. Et du coup, on va passer directement ce slide pour vous expliquer le machine learning autrement. Comment je le vois après, finalement, on a plusieurs définitions dans le monde de la recherche, du machine learning, mais moi, je le vois en fait comme, comme un apprentissage à un enfant. Un enfant, quand il naît, quand il commence à marcher, quand il commence à comprendre les couleurs, quand il commence à avoir des sens assez développés, quand il commence à apprendre l'alphabet, les chiffres, c'est un processus d'apprentissage. Et c'est exactement le même principe qu'on a essayé de reproduire sur la machine, en fait, pour essayer d'intégrer une certaine intelligence artificielle dans les machines pour que l'être humain essaye de gagner en temps et essaye de développer beaucoup plus de champs avec ce type de concept. Donc, comme vous voyez sur cette photo, un enfant essaye de mettre des figurines, des choses autour des clusters. On va appeler ça des clusters, en fait. Par exemple, les figurines qui représentent la même couleur vont être rassemblées au même endroit. Et ensuite, c'est par couleur. On va essayer de distinguer les thèmes. Donc ça, cet enfant est en train de reproduire ce qu'on appelle un clustering, en fait. C'est une famille des approches du machine learning. Donc cette slide, on va la garder et à chaque fois que j'avance dans cette présentation, qui va pas durer très longtemps, parce qu'on va passer directement à l'aspect pratique, essayer de voir comment on peut appliquer ce concept sur la vraie vie, mais ça va être finalement la trame de ma présentation. Donc, justement, en fait, ce concept aujourd'hui est appliqué quasiment dans tous les domaines qu'on voit dans le monde. On voit bien qu'on peut l'appliquer, par exemple, à l'environnement pour essayer de prédire la qualité de l'air. On peut l'appliquer aujourd'hui, certainement, vous avez entendu parler de la voiture autonome. On peut développer, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui vont dans cette démarche de développer des voitures autonomes pour essayer d'apprendre à la voiture finalement, enfin, à l'ordinateur intégré embarqué dans la voiture, d'avoir les mêmes réflexes finalement que l'être humain et encore meilleur parce que l'être humain est limité par sa physiologie, par exemple, on peut avoir sommeil tout en roulant si on roule beaucoup.
Et tous ces problèmes ne sont normalement pas reproduits par la machine parce qu'on a une capacité assez importante, on va dire. Il y a des sujets aussi plutôt polémiques autour de la sécurité aujourd'hui qui reviennent souvent, hein, surtout les débats qui tournent aujourd'hui sur sur la reconnaissance d'image, sur le tracking finalement des personnes à cause de la pandémie. Ça fait débat aujourd'hui. Je suis pas là pour vous dire est-ce que je suis pour ou contre. Je suis là juste pour vous présenter les faits. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup de puissances arrivent à faire de la reconnaissance d'image de masse et on peut traquer n'importe quel citoyen, n'importe quel endroit pour des buts aujourd'hui qui tournent autour de la sécurité, hein, pour des problématiques de terrorisme, de délinquance et ainsi de suite. Alors, on peut aussi faire des choses, de très belles choses d'ailleurs dans le domaine de la santé. On peut diagnostiquer finalement les cancers, hein. Aujourd'hui, on sait avec de l'intelligence artificielle prédire si une personne va avoir un cancer si on observe des symptômes, chose qu'on peut faire, chose qu'un médecin peut faire, mais aujourd'hui, la machine est peut-être un peu plus sophistiquée pour avoir ce genre d'informations très rapidement. On peut aussi appliquer le machine learning pour la finance, pour prédire les marchés et pour voir comment l'économie va évoluer. Le domaine, je pense, où on trouve le plus ce concept, ce paradigme de machine learning, c'est dans le web. Et on a plusieurs use cases pour prédire les prix, pour proposer un produit à un client, ce qu'on appelle dans le langage du web de la recommandation. Et on peut faire de la détection de communautés. On peut faire énormément de choses aujourd'hui sur le web, puisqu'on a cette composante justement de la big data qui est intégrée en machine learning. Les banques aussi utilisent, mais vraiment beaucoup, le machine learning pour essayer de détecter les fraudes dans les cartes bancaires et estimer les capacités à un emprunt. Et enfin, aujourd'hui, enfin non, mais il y a plusieurs autres choses, plusieurs autres domaines qu'on peut utiliser dans le machine learning. C'est pas du tout exhaustif, mais j'ai trouvé que, par exemple, compléter la 10e symphonie de Beethoven par le machine learning était un sujet chouette. On arrive à reproduire, enfin, à reproduire le son de Beethoven, c'est-à-dire que aujourd'hui, les ingénieurs arrivent à reproduire, en se basant sur les machines, des symphonies de Beethoven sans les connaître. C'est un échantillon test, on appelle ça. En fait, on apprend sur un échantillon de symphonies, de musique, de plein de compositions. Et à la fin, on essaie de prédire une symphonie. Et aujourd'hui, on a des résultats excellents. C'est la raison pour laquelle, en Allemagne, on lance ce projet de compléter une symphonie qui n'était pas complète. Donc voilà à peu près quels sont les exemples d'utilisation du machine learning. Bien évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs autres domaines où on peut appliquer le machine learning et ce n'est pas exhaustif. Enfin, je pense que le futur va nous donner raison ou pas d'utiliser d'une manière massive le machine learning. Et on va essayer quand même d'appliquer, enfin, on va essayer quand même de parler un peu plus dans le détail dans cette présentation. En fait, j'ai essayé de faire en sorte de l'adapter à l'ensemble des publics, les gens qui ne connaissent pas du tout le machine learning, pour essayer de les introduire vers ce monde. Les personnes qui ont un niveau un peu intermédiaire, ils vont peut-être sortir avec des éléments nouveaux à partir de cette présentation. Et pourquoi pas les experts? Peut-être que, en fait, c'est juste pour rappeler les basiques comment est formé finalement ce monde du machine learning, et c'est toujours bien de rappeler. Donc, le machine learning, d'une manière générale, est basé sur deux familles d'approches. On a la famille d'approches appelée supervisée, supervised learning, et on a une autre famille d'approches appelée unsupervised learning, c'est-à-dire les approches non supervisées. Alors, la différence entre ces deux grandes familles d'approches, c'est la présence ou l'absence des étiquettes des classes. Si on reprend l'exemple de l'enfant de tout à l'heure, l'approche non supervisée consiste à essayer de mettre les objets de la même couleur dans un même endroit. On appelle ça segmentation ou clustering. Donc ça, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les étiquettes de classe, on va les produire en essayant de rassembler les éléments, les données qui se ressemblent. Et la deuxième approche, enfin la deuxième famille d'approche du machine learning, c'est l'approche supervisée. Supervisée, c'est-à-dire qu'on a les éléments sur les étiquettes des classes, on connaît que telle donnée est affectée à telle classe, sauf qu'on essaye de faire de la prédiction
dans le cadre de la régression, dans le cas où on essaye finalement, nos étiquettes sont continues, on essaie de prédire cette valeur, soit on essaie de classer en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, enfin, si on fait ça, si on l'explique très facilement, bête et méchant, c'est-à-dire qu'on va essayer de produire comme cet enfant, de produire un séparateur, on appelle ça un classifieur, qui va nous permettre de classer les données dans la même classe et on trouve le meilleur séparateur possible entre la classe A et la classe B. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, c'est le petit vide entre les carrés. Ça, c'est le classifieur de cette approche. Donc, finalement, l'humain a toujours réfléchi en machine learning. C'est juste que la puissance de calcul aujourd'hui qui devient plus intéressante. J'espère que j'étais clair jusque-là. Enfin, moi, j'ai prévu à peu près 15 minutes pour la partie théorique, une trentaine de minutes pour vous montrer un exemple de A à Z, mais avec du code sur machine. Et ensuite, on va laisser environ un quart d'heure pour boucler, pour avoir vos différentes questions. Donc, enfin, quelle est finalement la place du machine learning dans le monde de la data? Donc, pour moi, après, chacun a sa propre explication. Pour moi, en fait, il y a trois phases dans un processus data d'une manière générale. Un projet data, un projet de données, pour moi, se base sur trois différentes phases. On a la première phase qui est le data engineering. On va voir ce que ça veut dire. La deuxième phase d'un projet data est un projet, enfin, est un sous-projet de modélisation, c'est-à-dire que c'est là où on va essayer d'appliquer des modèles de prédiction, de prévision, de classification, de régression, de tout ce qu'on veut. Et enfin, on a les résultats. Et finalement, c'est une boucle parce qu'on peut, à la fin de notre process qui se compose de trois phases, se rendre compte que finalement, le résultat n'était pas très adapté. On va reboucler sur la data engineering pour essayer de trouver de meilleures données, de repenser le projet et de repenser le use case, pourquoi pas. Donc, dans la phase de la data engineering, on a à peu près quatre phases. C'est pas exhaustif, on peut avoir plus, bien évidemment, mais moi, je vois ça en quatre steps. Le premier step, la première étape qui est primordiale, c'est la définition du use case. Il faut arriver à bien définir le use case. C'est-à-dire qu'il faudra se poser, réfléchir très souvent ensemble sur comment on va écrire ce use case. De quoi on va démarrer, vers quoi on va aboutir. On appelle ça dans le monde de l'industrie un cahier des charges. Un cahier des charges va nous permettre d'avoir finalement cette trame, cette route qui va être tracée du début jusqu'à la fin du livrable. Donc ça, c'est la phase, on va dire, primordiale du projet. La deuxième phase qui est encore plus primordiale, c'est la collecte des données. Comment collecter les données? Quelles sont les données dont j'ai besoin pour réaliser ce use case, ce cas d'usage? Et comment les récolter? Où les chercher? Vers qui il faut se tourner? Il faut savoir que cette phase de collecte de données peut représenter 70% de mon projet data. C'est énorme. D'ailleurs, ça m'a pris beaucoup de temps justement pour essayer d'avoir un dataset, enfin une base de données très propre pour essayer de faire le projet juste après. Donc, la phase de collecte de données est très importante. La troisième phase, c'est le nettoyage de données. Dans le nettoyage de données, on sait que peut-être la phase de la collecte de données va se faire par plusieurs canaux, des données qui proviennent de l'open data, des données qui proviennent de nos systèmes d'information, des données qui proviennent d'autres départements qui utilisent seulement des fichiers Excel ou des fichiers plats. Et donc, à la fin, il faut essayer d'avoir un meilleur nettoyage de données possible. Par nettoyage, je peux penser à faire de la détection d'outliers, par exemple. Outliers, c'est les données aberrantes. On peut bien se retrouver dans un contexte où on a une entreprise, par exemple, qui travaille, qui a une base de données, hein, où on a le personnel, et dans le personnel, on va trouver un âge d'un employé supérieur à 200 ans. Par exemple, un employé 200 ans au lieu de 20 ans. Donc, tout ça, c'est des valeurs qui peuvent biaiser les résultats et qui peuvent impacter négativement les résultats finaux de mon modèle finalement. Et on a aussi un autre problème, mais ça c'est quasiment tout le temps et toujours,
c'est les missing data, c'est les données manquantes. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des données très souvent manquantes. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui travaillent sur justement la manière la plus pertinente pour essayer de reproduire cette donnée manquante, mais ça reste quand même très problématique. Et on va à la fin, une fois qu'on a nettoyé les données, qu'on a collectées, qu'on a défini notre use case, on va essayer de faire de la statistique descriptive pour essayer de comprendre au mieux nos données. Et justement, c'est une manière de s'assurer que les données sont cohérentes et qu'il n'y ait pas de biais entre les différentes variables ou les différentes colonnes de mon dataset. Et donc aujourd'hui, il faut absolument faire ces quatre étapes d'une manière très pertinente. Il ne faut pas du tout hésiter à prendre son temps pour construire ce jeu de données, parce que juste après, il y a la phase de modélisation. Dans la phase de modélisation, aujourd'hui, on a quasiment tout qui est prêt dans des packages, des différents algorithmes, des différents modèles qu'on a prêts et qui existent à volonté en fait. On veut faire du R, on a des librairies, des centaines, voire des milliers de librairies qui font des modèles. Si on utilise Python, on a aussi plein de librairies qui font ça, ainsi de suite. Donc, finalement, moi, si j'ai un conseil à donner, en tout cas pour les novices, c'est d'essayer de travailler bien la donnée parce qu'un input bien va nous donner un résultat bien. Un input mauvais va nous donner un input inévitablement mauvais. Donc, dans la phase de modélisation, souvent, on fait du feature engineering, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les variables, détecter les variables les plus pertinentes, et ainsi de suite. Ensuite, on a la data mining. Souvent, on le fait juste avant le machine learning, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer des scores, de faire de la régression, de faire de la segmentation, on va dire, et essayer de sortir des indicateurs un peu plus poussés que dans la statistique descriptive. Et enfin, c'est à ce moment-là qu'on peut appliquer le machine learning. Bien évidemment, on peut l'appliquer quand on veut. On peut juste, après avoir nettoyé les données sans avoir fait des statistiques descriptives dans la phase 1, de faire directement notre machine learning. Mais moi, de préférence, c'est ce que je fais. Je pense que c'est la bonne manière de faire les choses. C'est d'appliquer le machine learning après avoir puiser les autres ressources. Surtout qu'on se rend compte finalement dans le monde de l'industrie que très souvent, des modèles de data mining tels que les arbres de décision ou les régressions linéaires simples, tels qu'on va les voir juste après, donnent très souvent des résultats très intéressants. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de compétences, beaucoup de puissance de calcul pour faire du machine learning. Et peut-être que la p-value entre le data mining et le machine learning n'est pas très significative. Et au lieu de perdre beaucoup de temps à essayer de faire des modèles très intéressants, on va essayer de faire seulement des choses basiques, mais qui donnent des résultats intéressants. Alors, je fais un peu vite pour ne pas trop m'attarder sur le use case. Et enfin, les résultats, on va calculer les performances des modèles qu'on a fait tourner. On va faire beaucoup de data visualisation. La data vis, en fait, intervient dans les trois process finalement, pas seulement ici, mais très souvent, on va présenter les résultats sous forme de graphique, sous forme de visualisation, pour pouvoir communiquer. Et enfin, comme je l'avais dit, si jamais les résultats ne sont pas concluants, on va refaire tourner la boucle pour essayer d'arriver vers un meilleur modèle. Et on a des fois, hein, moi j'ai vu dans l'industrie, dans les 10 dernières années où j'ai travaillé sur le machine learning, qu'on a des projets où on peut tout simplement pas appliquer de machine learning. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est très difficile et la problématique n'est pas appréhendable. Donc voilà, maintenant, assez parlé de théorie. Enfin, c'est pas vraiment de la théorie, hein, c'est primordial de comprendre ce genre de choses. Mais on va passer directement sur machine et on va appliquer, on va voir ce que c'est que le machine learning dans un langage machine. Donc moi, je suis plutôt de l'école R. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers le monde, si on veut faire du machine learning d'un point de vue prototypage, on ne s'est pas déployé en production. On a deux écoles. On a une école qui se battent tous les jours, hein. On a une école R et une école Python. On a tout le temps les gens de R qui disent non, mais R, c'est le langage le meilleur au monde et c'est ce qu'il faudra avoir absolument.
Et d'autres personnes disent que Python est largement meilleur que R puisque c'est orienté objet, c'est un vrai langage de programmation et qui est dédié à toute la population. Alors moi, pour tout vous dire, je suis issu de l'école R, mais profondément, je pense que Python est largement, en effet, meilleur que R. Malheureusement, je suis beaucoup plus à l'aise avec R que Python, mais on peut faire plein de choses avec R ou Python. Donc, c'est pas vraiment un handicap de connaître un des deux, mais le mieux finalement, c'est de connaître les deux. Après, on a bien évidemment d'autres langages de machine learning aujourd'hui, hein. On peut faire avec du Scala. Aujourd'hui, si on veut s'orienter vers le domaine du big data, on a du Spark pour faire ce genre finalement pour faire du machine learning. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui les deux langages, R et Python. Dans R, on va faire un projet finalement qui est complet, enfin qui est à mon sens complet, où j'ai essayé de toucher l'ensemble des phases, mais d'une manière très brève, hein. Je suis pas rentré dans le détail, mais j'aimerais juste vous montrer finalement qu'on peut partir d'un jeu de données qui a juste quelques lignes et à la fin, on peut sortir avec extrêmement d'éléments grâce au machine learning. Et aujourd'hui, on va le voir sur le COVID-19. Donc, la première des choses, moi, j'ai essayé de construire un jeu de données. Moi, ce que je fais, d'ailleurs, je peux ouvrir cette parenthèse, j'organise toujours mes dossiers sous cette forme. En un input, en deux, l'ensemble des scripts, en trois, les outputs, les quatre, les présentations, et en cinq, les divers éléments qu'on a utilisés. Dans les inputs, en fait, j'ai l'ensemble des données. Aujourd'hui, j'ai essayé de, enfin, tout ça, c'est des sources de données que j'ai obtenues à partir d'Internet, hein. C'est l'agence, par exemple, internationale d'énergie pour essayer de voir des éléments autour de la pollution. J'ai travaillé aussi sur l'agence américaine des statistiques qui me donnent des statistiques par pays selon leur l'âge médian, la population, la superficie, ainsi de suite. Et j'ai travaillé aussi sur les données de l'Union européenne sur le Covid-19 pour essayer d'extraire les dernières informations sur la propagation de cette pandémie mondiale. Donc finalement, moi, les données que j'ai obtenues, c'est un fichier. On va l'ouvrir directement avec R. Donc la première des phases à faire, c'est d'ouvrir le fichier. En fait, moi, j'essaie aussi de toujours bien écrire mon code pour que quelqu'un d'autre, s'il veut le reprendre, c'est assez facile. Et donc ici, dans la première phase, je vais essayer de charger mes données. Ça commence bien. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais, c'est ça. Je ne l'ai pas utilisé ici, je l'ai utilisé sur Python. Donc, cette erreur ne veut absolument rien dire. Il y a des erreurs en programmant, il y a plein d'erreurs. Donc, aujourd'hui, j'ai un dataset que j'ai construit. Ça m'a pris du temps, sachant que dans la journée, je travaille. Et donc, c'est la soirée que je travaille. Je peux vous assurer que jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour essayer d'avoir un jeu de données qui est tout simple, hein. On a en ligne les pays. On sait qu'ils appartiennent à un continent, une région. Ensuite, les éléments qui me paraissaient pertinents pour modéliser la pandémie, je vous explique en fait c'est quoi le use case, c'est important. En fait, aujourd'hui, on observe une variation flagrante entre les pays sur comment cette pandémie se propage. Je vous donne un exemple qui m'a longtemps intrigué. C'est c'est entre, par exemple, le Portugal et l'Espagne. C'est quasiment le même pays, c'est la même, on va dire, on trouve quasiment les mêmes paramètres, à part quelques-uns. On va voir après justement pourquoi on a cette pandémie qui évolue. Mais pourquoi en Portugal ça ne prend pas et en Espagne on a des chiffres astronomiques, ou bien entre l'Italie et l'Allemagne, ou la France et l'Allemagne. Pourquoi aux États-Unis ça se propage autant et en Inde non? En fait, tout ça, c'est des éléments qui m'ont permis d'essayer de travailler ce jeu de données, sachant que dans la première vidéo que j'avais faite sur les réseaux sociaux, elle s'orientait plutôt prédiction et finalement, j'avais prédit, pour tout vous dire, hein, par honnêteté intellectuelle, j'avais prédit quasiment 15 millions de contaminés et 450 000 morts dans
dans le mois, je pense que ça fait de cela 3 semaines ou un mois. On est très loin du compte. Je ne sais pas si c'est parce que le modèle n'a pas bien prédit ou tout simplement parce que on a finalement confiné quasiment la moitié de la planète. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, on arrive à avoir des chiffres qui sont relativement, enfin, qui sont très bas par rapport aux prévisions. D'ailleurs, pas non seulement la mienne, hein, mais mes prévisions, mais ceux aussi des grandes écoles aux États-Unis qui prédisaient genre 70% de la planète qui serait touchée, ainsi de suite. Donc finalement, le confinement donne ses résultats. Après, ça reste néfaste sur l'économie. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être un de ces jours. Donc, dans les variables que j'avais essayé de mettre en place, on a la température moyenne qui me semblait pertinente hein, pour la propagation du virus. C'est la température moyenne par pays, c'est le PIB. Est-ce que c'est un pays où on a un PIB qui est très élevé, produit intérieur brut ou pas? On a le niveau de pollution, on a la superficie du pays, on a la population du pays. On a l'âge médian, parce qu'on sait que ça prend pas sur les enfants et les jeunes personnes, mais ça prend sur des gens un peu plus âgés. Et on a aussi qu'on peut avoir la densité de population qui se base sur la superficie et le nombre de personnes du pays, enfin la population. On a aussi quelque chose de très intéressant, vous allez voir, c'est la variable qui m'a permis d'avoir finalement des choses intéressantes, c'est le nombre de touristes par pays. En fait, ça, c'est en cas, hein, ici par exemple, pour le premier pays, c'est 20 000, ici c'est 5 millions. Et ici, le nombre de cas et le nombre de morts par pays. Donc ici en dollars aussi, enfin, la superficie, enfin, le PIB en milliards de dollars. Enfin, j'ai essayé de rendre la donnée, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, sinon la donnée serait illisible. Si on prend le PIB, par exemple, pour l'Afghanistan, c'est 18 milliards de dollars. Si on va mettre ça en 18 milliards, les cases ne suffisent plus. On a des pays, sachant que, par exemple, l'Australie, c'est 1000 milliards, on va pas avoir assez de cases. Donc, il faut essayer toujours de trouver un moyen de mieux représenter les données. Donc, à partir de ce jeu de données, moi je vais le travailler comme le processus que j'avais montré ici, hein, dans ma présentation. C'est ici, on va faire toutes ces étapes finalement pour essayer de voir quelles sont les informations qu'on va sortir. Donc, la prochaine étape à faire pour que ça soit le plus lisible possible, mon code, comme vous le voyez, et là, c'est lisible pour moi en tout cas, hein, pour d'autres, c'est peut-être pas lisible. Mais moi, ce que je fais, je crée toujours un deuxième fichier que j'appelle function. Et cette fonction va appeler finalement l'ensemble des choses dont j'ai pas envie de voir dans mon programme principal. Ici, par exemple, pour charger les différentes librairies, ça, c'est les différentes fonctions qui vont me permettre d'avoir plusieurs résultats et ne pas répéter la même tâche souvent. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est justement de charger l'ensemble de ce dossier. Donc là, c'est en train de charger. On va les charger. Ensuite, on a la phase de calculer le ratio, enfin, de rajouter des variables qui nous semblent pertinentes, que je n'ai pas ici. Par exemple, moi, je programme souvent avec la logique des pipes. C'est plus intéressant, c'est beaucoup plus moderne. Donc là, par exemple, je sais que dans mon jeu de données, une variable que j'avais oublié d'intégrer, c'est le ratio de mortalité, le nombre de morts sur le nombre de contaminés. Donc là, il suffit juste de la créer et hop, on revient ici, on va la voir apparaître dans la dernière colonne. Donc voilà, on a un ratio qui vient de s'incruster. Ensuite, je vais peut-être créer des classes pour voir, parce que là aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à la variable cases, c'est ma target variable, et cette variable va représenter euh, finalement, je split le nombre de contaminés par 4, je partage en 4, et proportionnellement, d'une manière on va dire, équivalente entre les différentes classes, pour essayer de visualiser après les données. Excusez-moi, en fait, je ne suis pas du tout en train de... Le son est très faible. En fait, je ne suis pas en train de lire en même temps vos messages. Et du coup, on va laisser, je ne sais pas si Reda l'avait mentionné, on va laisser à la fin les questions pour essayer de vous répondre. Je garde un quart d'heure. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que le son est très faible? Le son, il est net, Amina, c'est bon. Hein. Il est net? Ok, parfait, très Tu bien. peux continuer, Amina. Merci, merci.
Alors, du coup, je reviens sur mon programme et donc j'ai discrétisé. Ensuite, on va faire quelques statistiques descriptives. De quoi? Pardon? Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, parce que là, on n'entend rien. Tu m'entends pas? Allô? Allô, allô, Amine? Oui? Allô? Ah, pardon, excusez-moi. J'avais désactivé l'écouteur, désolé. Je te laisse Ok, continuer. parfait, merci. Alors, du coup, le nombre, on va avoir quelques statistiques descriptives hein, sur notre jeu de données. On sait qu'on a 161 lignes, donc 161 pays. Il faut savoir que ce jeu de données, je l'ai travaillé ailleurs et j'ai supprimé plein de pays où j'ai quasiment pas d'indicateur. Et c'est pour ça que j'ai 161 pays. Et les pays où j'ai pas assez de données, par exemple, comme la Russie ou la Chine, j'ai essayé de les chercher une par une via des recherches Internet. Donc, on va ici aussi genre, voir les variables, comment elles se comportent. Ce mari va nous donner par variable, donc par colonne, le nombre d'observations, la ligne médiane, le premier quartile, le maximum, le minimum. Ça, c'est des statistiques qui peuvent finalement nous aider à mieux comprendre notre jeu de données. On peut aussi agréger nos données pour descendre encore dans la maille. Aujourd'hui, on utilise cette maille par pays, mais on peut agréger toutes ces données pour essayer d'avoir, par exemple, par région ou par continent, chose que je vais faire ici. Et finalement, on va avoir un jeu de données qui est assez petit, hein, c'est 6 continents. Et ensuite, la donnée ici, elle est agrégée par continent. Peut-être que ça serait intéressant de voir, ne serait-ce à l'œil comme ça, à l'œil visuellement sur cette table, quel est les continents, par exemple, les plus pauvres, sachant qu'on le sait. Hein. Il faut savoir que aujourd'hui, je vous montre par exemple des exemples triviaux. On sait quel est le continent le moins riche, le plus riche, où est-ce qu'on a la température la plus basse, où est-ce qu'on a la population la moins dense et la plus dense. Mais il faut savoir que dans un vrai projet de machine learning, on peut avoir affaire à des variables qu'on ne comprend pas du tout, qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle il faudra absolument rentrer dans le détail et de comprendre statistiquement ce que cette donnée veut dire. Donc ensuite, ici, c'est intéressant ce que j'avais fait, mais je voudrais peut-être zoomer encore plus sur finalement quelques variables que je veux comprendre mieux. Pour cette raison, j'ai écrit une fonction qui s'appelle topmax, qu'on va retrouver ici. Topmax, elle va juste nous retourner une liste des top N pays, par exemple, d'une variable. Ici, on va voir quels sont les pays où il y a le plus de température. Enfin, là où les températures sont élevées, on voit bien que c'est ces 5 premiers pays, ou là où il fait plus froid. Enfin, ne serait-ce, franchement, moi, ce jeu de données m'a finalement aidé à comprendre mieux le monde. Hein, où est-ce que, enfin, c'est trivial, mais on a des choses finalement qui ne sont pas. Enfin, vous allez voir, on va arriver sur la pollution, et finalement, c'est hallucinant. En fait, les chiffres sont juste hallucinants. On va y arriver. Euh, Là, par exemple, pour le nombre de cas, hein, souvent on le fait, mais avec ce programme, par exemple, on peut avoir très facilement accès au pays sur les données. Ces données, en fait, sont arrêtées avant-hier. Donc là, on sait que les États-Unis, avant-hier, ils étaient à 826 000 cas. Et l'Espagne, quels sont les pays où on a le moins de contaminés? C'est ces pays-là. Quels sont les 5 pays où on a le plus? 5. Après, on peut changer, bien évidemment. On peut juste les deux. Et hop, ça nous retourne les deux. C'est ça qui est intéressant d'écrire des fonctions. Ce n'est pas la peine de rejouer tout le programme, mais on peut bien le paramétrer via des choses comme ça. Donc là, ça nous retourne les 10 pays où on a le plus de taux de mortalité. Euh, on peut retourner aussi d'autres choses. On va passer, enfin, ça peut vous donner des idées, hein, si vous voulez, on les déroule toutes, mais j'ai peur de manquer de temps. Et donc, je pense qu'il faudrait aller vers l'essentiel. Euh, L'essentiel, par exemple, c'est celui-là. Alors, quels sont les 5 pays les plus polluants? C'est la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. En fait, ça, c'est le taux d'émission de gaz, enfin de CO2. Et finalement, moi, quand je fais la somme de ces 5 pays, c'est hallucinant. En fait, ces pays sont en train de polluer quasiment 60% de la planète. Vous voyez la chose? En fait, les 5 pays les plus polluants au monde,
sont quasiment à 60, sont les raisons, sont les coupables finalement de 60, quasiment 60% de la pollution mondiale. C'est juste hallucinant, quoi. Si on va un peu plus loin, les 10 pays, ça représente 66%. Donc finalement, rien que les deux premiers pays, hein, les États-Unis et la Chine, vont nous donner, regardez-moi ça, 42%, quoi. Deux pays sont polluants autant que enfin, quasiment la moitié de la planète, quoi. Voilà, en fait, c'est juste, je dis ça, je dis rien. Quels sont les pays où on a le plus de PIB? C'est les États-Unis, bien évidemment, avec 21 000 milliards de dollars. Ensuite, c'est la Chine, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. Par exemple, ça, je ne savais pas du tout. Les pays les plus pauvres, c'est malheureusement cela. Les pays où les plus grands pays au monde, c'est la Russie, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil. Et les pays les plus petits, c'est les Maldives, ainsi de suite. Donc après, on voit peut-être les pays touristiques aussi. Donc la France vient en tête avec quasiment 90 millions de touristes par an, l'Espagne, les États-Unis, la Chine et l'Italie. Donc en voyant déjà ces 5 pays, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire cet apprentissage, enfin cette analyse statistique, parce que rien qu'avec ces 5 éléments, on peut déjà comprendre que l'aspect pays touristique joue, mais d'une manière très importante, sur la propagation du virus. Chose qu'on disait plutôt dans les médias, mais qu'on disait pas avec, enfin, on dit qu'il y avait des études et tout, mais là, c'est prouvé avec, en fait, là, c'est juste une observation, hein. Je vais vous le prouver avec ce qu'on appelle des corrélations entre la variable contamination et les autres variables, enfin, cette variable de touristique à réponse. Et les pays les moins touristiques, c'est cela. Donc maintenant, je vais aborder la deuxième étape finalement de mon analyse de données, c'est les missing data, les données manquantes. Donc moi, en regardant ça, je vois que j'ai 11 données manquantes. Et où est-ce qu'elles se situent? Je vais regarder ici dans ce graphique. Enfin, les graphiques sont intéressants, hein, parce qu'on voit bien que directement, c'est le ratio. Et le ratio, pourquoi ça nous donne 11? Je le sais auparavant, parce que je l'ai déjà fait jouer ce jeu de données. Tout simplement parce que c'est des divisions par zéro. Parce qu'on a zéro contaminé sur zéro, enfin zéro mort sur zéro contaminé. Donc le R nous retourne un A, c'est une valeur inconnue. Donc, on va essayer d'introduire pour vous donner, parce que là, c'est pas très, enfin, c'est un jeu de données un peu clean. Donc, j'essaie d'intégrer, d'introduire des valeurs aberrantes, enfin, des valeurs manquantes sur mon jeu de données. Et là, je passe à 22. Et donc, ça représente un taux de 91% de l'ensemble de mes données. Et ici, on va visualiser sur ce jeu de données où est-ce qu'elle se situe variable par variable. Par exemple, pour la variable ratio, on a 9,32%. Pour la surface, on a 2,24%. C'est ce que j'ai intégré ici. Et le reste, c'est 0, enfin un peu plus. Donc, on va essayer de passer ici assez rapidement. Je vais reproduire le même graphique que tout à l'heure. On voit bien ici la répartition de mes valeurs manquantes. Et ensuite, il y a des algorithmes aujourd'hui dans des librairies. Vous voyez, en fait, je fais absolument rien. J'appelle que des librairies parce qu'on a aujourd'hui quasiment tout qui est prêt. C'est pour ça que la préparation des jeux de données, finalement, c'est la vraie valeur ajoutée d'un data scientist. Donc là, je vais appliquer un algorithme qui va me trouver quelles sont les valeurs les plus proches de mes valeurs manquantes. Après, on a des cas très simples où on va essayer de chercher via la médiane ou avec des choses autour des statistiques descriptives. Mais on peut aussi utiliser ce genre de librairie. Sauf que, en fait, la complexité ici, c'est qu'il faut trouver les paramètres optimaux de mon algorithme. Donc là, ça tourne. Enfin, vous voyez, hein, pour un jeu de données de 161 lignes, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que des fois, il faut faire des choses très simples, hein. Peut-être qu'avec la moyenne et la médiane, on peut avoir des choses très intéressantes. Ça tourne. Ça me permet de boire un peu d'eau. Pardon. C'est un peu lent. Et ensuite, on va voir comment l'algorithme a fait pour me sortir le résultat des valeurs aberrantes, des valeurs manquantes. Donc là, je vais passer.
Je vais recharger les données initiales parce que là, j'ai intégré un biais, ensuite je les ai imputées, sauf que c'est pas vraiment la bonne chose parce que j'ai des données propres, donc je vais plutôt faire confiance à mes données propres. Et là, on va passer aux données outliers. On va voir est-ce que j'ai des données outliers ou pas. À cet effet, il faudra visualiser. Souvent, on utilise des box plots, des boîtes à moustaches, parce que ça nous donne finalement comment nos données se répartissent dans cette boîte à moustaches. Dans cette boîte à moustaches, en fait, toutes les données qui sortent de cet intervalle sont considérées comme outliers, c'est un peu trop dit, mais des valeurs, on va dire, qui ne se comportent pas de la même manière que l'ensemble des données. Ça, c'est pour le ratio. Après, j'ai fait une boucle for sur toutes mes variables. Et du coup, je peux voir toutes les variables en cliquant sur un seul. Vous voyez, c'est pas très. Après, l'âge médian, c'est très propre parce qu'on n'a pas une grosse variabilité. Mais pour les autres variables, on a quand même beaucoup de variabilité au pays. Donc, les deux points, je pense que vous allez deviner, c'est l'Inde et la Chine. Donc, c'est pas des outliers parce que c'est des vraies données, c'est juste qu'elles se comportent complètement. Parce qu'en fait, c'est impressionnant. On a aux États-Unis à peu près qui se trouvent autour des 350 000. Ensuite, on a deux données qui sont à peu près à 1,2 milliard de personnes. Donc, l'algorithme va détecter ça comme une valeur aberrante. Mais dans un autre monde, on aurait supprimé ces données parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas cette colonne. Mais comme on connaît cette colonne, on sait de quoi on parle, c'est-à-dire que ces données restent, mais par contre, elles peuvent peser sur nos données et du coup, c'est un peu compliqué. Là, j'ai fait une autre fonction juste pour utiliser des graphiques un peu plus beaux qui se passent sur le ggplot. Et que j'ai mis ici, ma fonction. Et ensuite, on peut aussi, j'ai écrit une autre fonction, find outliers, qui va me retourner les outliers basés sur une méthode de percentile. En fait, c'est quasiment la même chose que la boîte à moustache. Et ici, l'algorithme me retourne ces valeurs aberrantes, en fait. Et après, on a des cas très élevés, tels que la Chine, l'Allemagne, le Japon. Après, on a aussi d'autres pays où on n'a pas du tout de population et l'algorithme les détecte comme valeur aberrante. Je pense que je commence à manquer de temps, du coup je vais essayer de passer des choses, par exemple pour la méthode LOF, je vais en parler après. On va passer au data mining. Dans le data mining, donc, on va essayer de faire toujours de la visualisation. On va essayer de voir comment se répartissent mes données sous forme d'histogramme. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a la quasi-totalité, enfin, on a beaucoup quand même de fréquences de données qui se situent dans cet intervalle. Euh, Est-ce qu'on a, par exemple, pour l'âge médian, ici, l'âge médian, c'est un peu réparti de la même manière, sauf pour les pays où on a un âge supérieur à 45 qui ne représente pas beaucoup de pays. On a Paris. En fait, ici, comment on le lit? On a 5 pays où on a un âge médian entre 45 et 50 ans, qu'on va voir après peut-être. Donc voilà quoi. En fait, ça, c'est juste encore une fois pour comprendre les données. Ici, on va voir, par exemple, en fait, on va projeter, comme on fait du data mining ici, on va projeter, par exemple, des données PIB en fonction enfin, les touristes en fonction du PIB. Enfin, j'ai pris ça comme exemple. Et on va essayer d'intégrer une droite de régression. Pourquoi j'ai fait cet exemple? Parce que vous voyez, une droite de régression, en fait, c'est la régression linéaire. Pour le faire très simple, c'est on essaye de trouver la meilleure droite qui passe par l'ensemble des points. Pour les plus expérimentés, on essaye de minimiser les erreurs quadratiques moyennes entre tous ces points et on essaye de faire passer cette droite. Mais donc, vous voyez que les valeurs aberrantes sont des fois très néfastes pour mon modèle parce que ces deux données font courber toute cette variable cette courbe ligne, enfin cette ligne droite vers ça. Et pourtant, normalement, la donnée, en fait, la droite allait être comme ça s'il n'y avait pas ces deux données. Donc, vous voyez que les outliers, finalement, c'est une phase très importante qu'il faudra essayer d'appréhender. Malheureusement, ici, c'est des données qui existent réellement, on ne peut pas les supprimer, mais encore une fois, il existe des méthodes enfin des variables où on a des vraies valeurs aberrantes, comme l'exemple que j'avais cité tout à l'heure d'un employé qui a 200 ans.
Donc ensuite, là, c'est la phase pour moi quasiment la plus importante de cette étude du Covid. Quelle est la corrélation entre les variables? Là, on va le voir tout de suite et vous allez faire vos conclusions vous-même. Donc voilà, on a la corrélation, on a un nombre de cas, on a un nombre de cas. Et en fait, la corrélation, c'est, je le rappelle rapidement avec des notions très basiques, la corrélation, c'est un indicateur statistique qui se retrouve entre, enfin, qui est entre -1 et +1. Donc, -1, c'est-à-dire que les données sont complètement décorrélées, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas dans le même sens. Et ensuite, on a 0, c'est-à-dire que les données ne sont pas du tout corrélées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation de cause à effet, par exemple. Et le +1 voudrait dire que les données sont très liées, très très liées, elles varient dans le même sens. Donc, je vais trier ce vecteur de données et on va trouver que K avec K, bien évidemment, c'est la même colonne. Le nombre de K avec le nombre de K, c'est exactement la même chose. C'est une corrélation de 1. Le nombre de morts, c'est bien évidemment corrélé avec le nombre de cas, le nombre de morts, c'est normal. Plus on a de contaminés, plus on a de morts. Donc, c'est une relation quasiment parfaite. C'est un indicateur 1. Ensuite, c'est quelque chose qu'on sait. C'est plutôt les pays riches qui ont un PIB très élevé, qui ont un lien direct avec le nombre de cas. On voit à travers tous les pays, le top 5 par exemple des pays les plus riches, on voit qu'ils sont les plus contaminés par ce virus. Les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi de suite, United Kingdom, et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'a interpellé le plus, ce qui arrive finalement en deuxième position, parce que ceux-là, ils n'ont rien à voir avec ma vraie problématique, c'est ces deux-là. Ce qui arrive en premier, c'est quelque chose que finalement aujourd'hui, on ne met pas vraiment le doigt dessus, mais on a une relation très forte et qui est très corrélée entre le nombre de touristes d'un pays avec le nombre de cas. Et finalement, aujourd'hui, avec ce résultat statistique qui est mesuré, on peut dire que les gens qui disaient qu'il fallait peut-être fermer les frontières, il fallait arrêter tout de suite l'ensemble des vols internationaux provenant des zones contaminées, avaient peut-être raison. Bon, peut-être l'avenir nous le dira, mais en tout cas, statistiquement aujourd'hui, et par rapport au jeu de données qu'on a calculé, on voit bien que le nombre de touristes qui arrivent dans un pays, enfin, impacte d'une manière très néfaste le pays. Et, euh, et ceci, finalement, répond à ma question de départ, hein, c'est une question un peu philosophique. Pourquoi on voit un nombre de contaminés explosif en Italie et pas en Grèce ou pas en Allemagne, et on voit un nombre de contaminés extrêmement élevé en Espagne, mais on ne le voit pas au Portugal. C'est des pays voisins qui ont la même, enfin, qui ont la même géographie, ils ont la même température, et ainsi de suite. Mais tout simplement parce que on va voir tout de suite hein, sur les données, parce que l'Espagne a, on va filtrer, Spain, on va trouver Spain, c'est un peu lourd. Bon, je pense que je vais dépasser, désolé, j'espère juste que vous vous ennuyez pas. Moi, je trouve ça intéressant. Après, je vais certainement dépasser les 1 heure et du coup, je suis vraiment désolé auparavant. Donc, l'Espagne, on a dit qu'on a 82 millions de touristes contre le Portugal qui est, je pense, à quelques 5 fois moins. Alors, Portugal, Portugal, c'est 21 millions. Non, 16 millions. 16 millions avec 80 millions, ça n'a rien à voir. Et du coup, après, il y a d'autres éléments peut-être qui rentrent en jeu, hein. C'est peut-être le fameux match de la Champions League qui a fait que l'épidémie se développe très rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce résultat, on voit bien qu'il y a un élément très déclencheur. Il y a aussi un facteur plus ou moins intéressant, hein, c'est la pollution. Plus le pays émet du CO2, plus il est contaminé. Et moins il émet, moins il est contaminé. C'est ce qu'on voit en Afrique, par exemple, aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de pollution en Afrique, pollution d'air surtout. Donc, toutes les maladies pulmonaires
Et du coup, on voit bien que après, plus le pays est grand, plus on a un nombre de contaminés. Après, on va voir peut-être, là je mets en joue un tout petit peu, mais on va voir les relations négatives. Et c'est quelque chose qu'on connaissait aussi. On dit que la température est en facteur négatif avec la propagation de la pandémie. Et finalement, c'est vrai, c'est vérifié ici. En fait, c'est pas flagrant hein, comme corrélation, moins 0,19, sachant que c'est si très corrélé, c'est moins 1, sauf que c'est pas zéro non plus. Donc, c'est pas anodin, hein, ce chiffre. Et donc, enfin, ça, on le savait déjà, hein, parce que, par exemple, la grippe évolue doucement à partir du printemps et l'été. Et donc, maintenant, on peut avoir, on peut passer à l'autre partie, qui est la corrélation globale entre toutes les variables. On voit par exemple que plus la température est élevée, moins l'âge des personnes, enfin, plus, plus on a de jeunes, plus la température. Ça vient plutôt de l'Afrique, hein, c'est des pays chauds et donc on a beaucoup de jeunes. On a par exemple entre la pollution et la population, on a un facteur assez élevé aussi. Plus on a la population, c'est le cas de l'Inde et les États-Unis. On va prendre un dernier exemple, plus ça c'est ce qu'on avait vu, hein, plus le PIB est important, plus on a un nombre de cas important. Donc voilà ce graphique ce qu'il nous donne. On est en train de faire du data mining. Et là, on va faire une régression linéaire simple juste pour voir ce que ça donne, hein, juste pour le fun. On trouve quand même un R carré avec un modèle de régression simple qui est assez bon. Hein. En plus, en fait, ça, c'est à peu près comme le coefficient de corrélation. Et les variables pertinentes qui jouent sur ma target qui est cases, c'est le PIB, c'est ce qu'on avait vu, la pollution, les touristes, et un peu l'âge médian. Et maintenant, on va visualiser une autre sorte de modèle, c'est les arbres de décision qui sont très utilisés dans notre domaine. Et ceci nous permet de voir un aperçu sur quels sont les facteurs aussi qui impactent notre target qui est le nombre de cas de contamination. Donc ici, on voit bien que la première variable sur laquelle on ouvre notre arbre de décision, c'est les touristes. Ensuite, c'est le PIB. Ici, comme on le lit, en plus, si le nombre de touristes dépasse 440 000, 44 000 personnes, on a en fait, no, c'est-à-dire que cette condition n'est pas vérifiée, yes, c'est-à-dire qu'elle est vérifiée. Donc no, c'est supérieur. On prédit ça en fait et on descend dans nos différentes arborescences pour essayer d'arriver finalement, si toutes ces conditions sont satisfaites, alors on a un taux de contamination qui est très bas, 6 000 cas. Et donc ça, c'est un arbre de décision qui est très utilisé, notamment dans le domaine médical, pour essayer de comprendre, de diagnostiquer. Et c'est très visuel, c'est très utilisé. Et moi, je l'utilise souvent pour essayer de comprendre quels sont les schémas. Et donc, enfin, on arrive au machine learning. Et donc, le machine learning, c'est un ensemble, on a dit, d'algorithmes qui font deux choses. Je le rappelle, l'approche supervisée, l'approche non supervisée. L'approche supervisée va nous permettre de prédire ou de classer nos données. Donc là, pour le coup, on va faire de la prédiction puisque mes données sont continues. La target, c'est le nombre de cas. Ce n'est pas des classes, ce n'est pas un ou deux, ou trois ou quatre d'ailleurs, ou oui et non. C'est pas discret. Et de l'autre côté, on a l'approche non supervisée. On va essayer de regrouper des choses qui se ressemblent. Donc, la première des choses à faire dans le machine learning, c'est la feature selection. Et la feature selection, elle va me permettre finalement de sélectionner les variables les plus pertinentes. Là, on les a vues à travers des courbes de corrélation, hein, ce qu'on avait vu ici. En fait, ces algorithmes se basent quasiment sur ce genre de concept, un peu plus poussé. Et du coup, là, on le voit hein, parce qu'on le comprend, mais des fois, on est face à enfin, à des choses qu'on ne comprend pas, des variables qu'on ne comprend pas trop. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un aperçu un peu plus pertinent. Mais la difficulté avec les algorithmes de machine learning, encore une fois, vous avez vu, hein, j'ai eu quasiment toutes les réponses que je me suis posées au début sur mes algorithmes, enfin, sur
enfin, ce que j'avais prévu au début, avec rien qu'avec du data mining. Donc, machine learning, des fois, il n'est pas très recommandé si on veut faire des choses autour de l'analyse de données. Donc ça, en fait, c'est un algorithme qui va me retourner quelles sont les variables les plus pertinentes. Ensuite, on va attaquer, je fais un peu vite, on va attaquer la machine, l'approche non supervisée. Dans le non supervisé, donc je vais essayer de classer les pays selon leur typologie, selon ces différentes variables. Et, euh, et je vais essayer d'utiliser trois approches. La première, c'est LOF. LOF, elle fait quoi? En fait, c'est une approche à la base supervisée, mais qu'on peut utiliser dans le non supervisé parce qu'on construit nous-mêmes les variables. Et ça nous donne, ça compare la distance euclidienne entre chaque donnée, finalement, chaque ligne. Et plus la donnée est isolée, plus elle a un facteur élevé. Et donc, on peut détecter d'une manière automatique. À la base, c'est utilisé pour détecter les variables aberrantes, mais là, pour le coup, on va l'utiliser pour définir nos classes. On va essayer de faire un premier graphique qui va, enfin, ici, je l'ai calculé, hein, enfin, vous avez vu, c'est LOF, c'est Local Outlier Factor, c'est une librairie. Il suffit juste de l'appeler et on a le résultat obtenu. Donc ici, je vais avoir mon graphique, j'espère qu'il va apparaître rapidement. Je manque de temps, je manque de temps. De toute façon, c'est toujours comme ça, on manque toujours de temps. Malheureusement, il n'apparaît pas, mais c'est pas. Ah non, oui, parce que j'ai pas cliqué sur le P ou il ne veut pas apparaître. Bon, tant pis. Alors, ouais, enfin, il apparaît. En fait, on va avoir un facteur, plus ce facteur, cet indicateur est vert, plus c'est pas aberrant, plus c'est rouge, plus c'est aberrant. Et là, on a pris le nombre de cas par le nombre de deaths. Et ici, je suppose que c'est les États-Unis qui est détecté en valeur aberrante. Du coup, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai détecté j'ai calculé une borne sup se basant sur le calcul des quartiles. Et dès que ça dépasse un seuil, un threshold, un seuil de 95%, je vais dire que c'est une valeur aberrante. En se basant sur ce facteur, il va me retourner ça. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est les valeurs, en fait, c'est les pays finalement qui se dégagent par leur taux de contamination. Aujourd'hui, on les connaît, hein, c'est la France, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie, l'Espagne, la Turquie un peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça serait bien de voir pourquoi c'est détecté comme une valeur à forte valeur sur ça. Et ensuite, l'Angleterre et les États-Unis. On voit cependant pas la Chine parce que peut-être c'est par rapport au nombre d'habitants et tout, enfin, c'est l'algorithme qui décide, non, en fait. Je rigole, on fait des choses et on va essayer de comprendre pourquoi, mais pas aujourd'hui. Après, la deuxième approche que j'utilise, c'est la CAH, c'est la classification ascendante hiérarchique. Et on va essayer de classer ces données. Je vais essayer de faire vite. Le plus important ici, c'est de nous trouver les clusters. C'est assez rapide, hein. BT, alors elle s'appelle, on va faire ça, c'est plus simple. Voilà, on a construit, en fait, vous vous rappelez de ce jeu de données. Alors, à la fin, j'ai intégré un cluster CAH. Alors, en fait, la problématique dans le non supervisé, c'est le nombre de classes qu'on veut obtenir. Moi, j'utilise une heuristique qui va me donner, enfin, qui se base sur l'inertie. Et cette inertie va me donner quel est le seuil minimal sur lequel je me base. Ici, je pense que nombre optimal, il m'a dit que c'était plutôt 6. Donc, je partage mes pays en six clusters et on peut les voir ici. Le premier cluster va représenter des pays où on n'a pas beaucoup de choses et ensuite, les derniers clusters, c'est cela. Donc, il n'y a pas, enfin, par exemple, ici, c'était pas très intéressant d'avoir six clusters puisque ce cluster représente seulement une donnée. C'est pas super intéressant de le faire comme ça. Ensuite, on va passer on va dire, au roi des algorithmes non supervisés, c'est le Camins. Je pense que beaucoup entendent parler de cet algorithme. Le Camins va aussi calculer des distances euclidiennes entre les données. Et ensuite, il va mettre une classe il va essayer de mettre ce qu'on appelle des prototypes. Et chaque prototype va représenter un ensemble de données. Et on fait une optimisation, on calcule des distances. Et ensuite, à la fin, on va avoir un ensemble de données qui sont représentées par un seul, par des classes, quoi. Enfin, je pense que j'avais fait un ggplot ici, je ne sais pas pourquoi il ne me le donne pas.
Ouais, c'est celui-là, c'est les classes. En fait, oui, ici alors ça c'est important parce que j'ai introduit l'ACP. Comme vous le voyez ici, mon jeu de données contient plusieurs variables, hein, contient, si je me rappelle bien, enfin toutes ces variables. Il est quasiment impossible de visualiser sur 9 dimensions, 10 dimensions. Donc c'est la raison pour laquelle souvent on utilise une ACP, une analyse à composante principale, pour essayer de représenter finalement toutes ces données des 9 dimensions dans un espace à 10 dimensions. Et on va utiliser les meilleurs, enfin on va dire les composantes principales. Mais par contre ici, ce schéma n'est pas très beau tout simplement parce que avec deux composantes principales, j'atteins seulement 62% de la variabilité. En fait, je reproduis seulement 60% de mes données en fin de compte. Et c'est pas très, très intéressant d'avoir ce schéma en deux dimensions. Il faudra peut-être monter jusqu'à 6 dimensions, chose que je ne peux pas visualiser, pour avoir 95% de mes données. On peut monter à 3 dimensions, on peut faire un visuel, et ça représente quand même 75%. Je perds quand même 25% des données, mais ça reste très intéressant. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour visualiser. Et enfin, je vais passer aux approches supervisées. Le but ici, ce n'est pas de faire de la prédiction pour essayer de trouver le meilleur modèle, c'est juste de vous montrer quels sont les algorithmes qu'on utilise pour ce type de projet. Et je vais les citer très rapidement, je vous montre le code et je vais essayer de faire en 5 minutes. Donc, la première des choses, c'est de construire un échantillon de test et un échantillon d'apprentissage. Euh, et ensuite, enfin, j'ai une petite erreur, mais ça, c'est pas très grave, parce que je crois que je suis en train de supprimer quelque chose qui n'existe plus. Ce n'est pas très, très grave. Et donc, j'ai un échantillon de test et un échantillon d'apprentissage que je divise en 70% pour l'échantillon d'apprentissage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme l'enfant, il apprend sur 70% de ses figurines. Ensuite, je lui donne 30% de mes figurines. Il va me les mettre dans les bonnes cases ou selon son apprentissage. C'est exactement ce schéma d'ailleurs, hein, c'est celui-là. Imaginons que tout ça là, je lui apprends, je lui dis, mon gamin, tu mets la couleur bleue ici, la couleur rouge ici. Moi, je lui montre. Après, je lui cache tout ça et je lui présente à nouveau ces données. Je lui dis, vas-y, maintenant, débrouille-toi pour me les mettre dans les bonnes cases. C'est exactement la même logique de cet algorithme d'apprentissage supervisé. Donc, je divise mon échantillon. Après, il y a on va pas partager nos données en deux échantillons d'une manière aléatoire, hein. On va prendre on va dire des algorithmes spécialisés dans ce genre de choses pour avoir un minimum de disproportion entre les données qui va me splitter. Je ne vais pas avoir à la fin que des bleus et lui dire que on va mettre mes bleus enfin, il vaut mieux avoir une belle répartition. Donc, je prépare mes données. Ensuite, on peut utiliser les arbres de décision pour prédire. C'est ainsi qu'on fait. On peut utiliser, moi, en fait, mon algorithme préféré, il fut un temps, c'est le Gradient Boosting Machine, qui reprend la logique des arbres de décision, sauf qu'on utilise des techniques d'échantillonnage un peu plus poussées. Enfin, c'est quasiment la même chose qu'un Random Forest aussi, vous allez voir après. Et donc, un Gradient Boosting, il faudra tester plusieurs paramètres de cet algorithme. Et c'est ainsi qu'on procède. Et je vais peut-être jouer les performances de l'algorithme obtenu, qui sont pas très très bonnes, hein, enfin, pour plusieurs raisons, parce que le jeu de données n'est pas très très grand. On a enfin 160 variables, enfin 160 lignes, c'est ridicule pour un projet de machine learning, parce que le machine learning, plus on lui donne des données, plus il va apprendre, plus il va m'apporter des réponses. Et du coup, en fait, c'est pour ça que, encore une fois, le data mining aurait suffi pour avoir des réponses à nos questions de départ. La problématique avec le machine learning, c'est le temps. Et donc là, je vais prendre un peu d'eau parce qu'il est en train de tourner et faire ma petite pause à moi. Voilà euh, mon algorithme, mes résultats obtenus. Donc là, j'obtiens une performance, en fait, c'est-à-dire que j'ai appris sur les 70%. Ensuite, j'ai obtenu les 20%. J'ai testé sur les 2%.
Et voilà, j'obtiens un résultat de R carré de 21% qui n'est pas très intéressant. Donc je passe rapidement. Il y a le random forest qu'on peut utiliser, le gradient boosting qui fait qui fait très bien les choses. Et enfin, je vais utiliser peut-être un réseau de neurones qui se base sur le raisonnement humain. Ensuite, je m'arrête ici pour cette partie. Je vais ensuite utiliser Python pour exécuter un algo, mais je vais l'exécuter pour gagner du temps. Je sais que j'ai tardé et je m'excuse. Ici, j'ai obtenu mes résultats. Enfin, c'est comme ça qu'on fait, hein, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, je vais utiliser comme un réseau de neurones parce que c'est le réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle le deep learning et c'est ce qui est utilisé notamment dans la reconnaissance d'images, dans la recommandation des produits, dans la voiture électrique, enfin dans la voiture autonome. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Ça reprend le raisonnement, en fait. C'est comme nous, les neurones, ça reprend la même logique chez l'humain. Donc, ça tourne des deux côtés. Comme ça, on va gagner le temps. On va passer à la session questions-réponses, si vous avez bien évidemment des questions. Ça, c'est mon réseau de neurones. Le réseau de neurones, en fait, j'ai mis deux couches de trois. Ça, c'est mes inputs. Le réseau de neurones travaille ici. C'est comme les neurones chez l'humain. Il va me sortir avec une prédiction sur le nombre de cas. C'est comme ça qu'il fait ses calculs à un réseau de neurones. Ensuite, on va passer sur Python. Python, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le use case ici? C'est juste pour faire de la prédiction, de la prévision. Quel est le nombre de cas qu'on a et le nombre de contaminés? Donc, c'est un code pour la plupart, que j'ai récupéré d'Internet, que j'ai mis à ma sauce. Donc, on a encore une fois, on peut ne plus s'embêter pour chercher des choses, pour faire nous-mêmes des choses, pour créer des librairies. Donc, ici, je vais juste montrer la dernière phase. Ici, si je veux prédire le nombre de contaminés dans 15 jours, enfin, on va dire 10 jours même, on va exécuter cette partie et je dis qu'on sera autour de ça, quoi. C'est un modèle de prédiction qui se base sur la méthode Sarima, qui n'est pas du tout adaptée pour ce type de problématique parce qu'on n'a pas de saisonnalité. Mais j'ai vu par les graphiques, j'ai vu que par exemple ici, la courbe bleue et la courbe rouge, ça c'est la prédiction, la courbe rouge, la courbe bleue c'est la prévision, c'est ma courbe d'entrée et du coup j'ai essayé enfin j'arrive à avoir des résultats intéressants que j'essaie d'appliquer ici et je trouve finalement des résultats tels que je les présente. Je pense que ça a l'air d'être un peu cohérent parce que depuis un petit moment on varie de 100 000 personnes par jour, nombre de contaminés. Du coup, l'algorithme fait à peu près ça. Donc, c'est ainsi que je m'arrête. J'aimerais juste dire un dernier mot sur le machine learning. C'est un monde, c'est tout un monde. Pour moi, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, comme vous avez vu, c'est assez facile. On peut l'appréhender très facilement et on peut faire plein de belles choses avec. Après, l'avenir nous montrera si on a bien fait de s'orienter vers une intelligence, entre parenthèses, artificielle ou pas.